parler de deuxième vague, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas une deuxième vague. Et l'immense majorité des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, ils sont pas malades du Covid. Toutes les interviews de réanimateurs depuis 10 ans, chaque année, à partir du mois d'octobre et tout l'hiver, ils vous disent on est en tension, les urgences sont pleines, l'hôpital est plein à craquer, l'hôpital est en tension. Et il n'y avait pas d'ASH, c'est-à-dire les gens qui font le ménage, il n'y en avait pas pour faire le ménage de la chambre. Donc la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant, ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. C'est-à-dire quand il y a des chefs de service qui vous disent ça peut tomber sur n'importe qui comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est pas vrai. Et les gens, ils ont de la merde dans les yeux, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut lire les études pour de vrai. Il faut arrêter de regarder la méta-analyse de BFM. Et pendant ce temps, ils permettent au Remdesivir, qui est bourré d'effets secondaires, d'être distribué gratos. Donc l'idée de mettre du Rivotril aux gens en EHPAD, c'est extrêmement choquant au niveau éthique. Cette personne a été diagnostiquée positive au Covid à l'entrée, alors elle rentrait pour avoir une chimiothérapie d'un lymphome. Et en fait, le fait qu'elle soit positive, branle-bas de combat, tout le monde s'est alerté, etc. Mais les statistiques sont mensongères. On surcharge l'hôpital et les secteurs Covid pour pas surcharger les secteurs Covid. C'est un peu tordu comme logique. On teste tout le monde à chaque changement de service, à chaque fois que quelqu'un passe au bloc opératoire, à chaque fois qu'il rentre à l'hôpital, à chaque fois même qu'il viendrait en consultation. Il faudrait qu'il ait un test de moins de 3 jours. Parce qu'effectivement, on a des gens dans la queue de l'IHU qui viennent pour la 3e fois dans la semaine parce qu'ils sont stressés. On a des gens qui reprennent le boulot et qui sont retestés, mais ils avaient déjà été testés il y a une semaine parce qu'ils étaient partis en vacances. On insiste et on focalise tout le monde sur le masque. Moi, je vous propose que quand on vous focalise sur quelque chose, c'est comme les prestigitateurs. S'ils claquent les doigts là, c'est qu'ils sont en train de vous voler quelque chose dans la poche de l'autre côté. Voilà, pareil, je veux pas me mettre en bisbille avec qui que ce soit, mais je pense que le masque dans la rue, le masque à l'école, c'est n'importe quoi. Parce que l'expérience, c'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur. On a beau leur démontrer que le confinement, c'était plus toxique que bénéfique, ils vont continuer à mentir pour justifier. Parce que c'est très dur, en termes d'économie personnelle, d'admettre qu'on s'est trompé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis en compagnie du docteur Louis Fouché. Bonjour. Bonjour Emma, vous allez bien ? Bah oui, ça va. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir sur ma chaîne. On vous a découvert pour beaucoup le 7 octobre dans une vidéo qui est parue sur la chaîne de l'IHU de Marseille. Vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, je le précise, parce qu'il reste peut-être encore un peu de personnes qui ne vous connaissent pas, mais moi j'ai adoré votre conférence digitale sur la réanimation. Vous avez un master en éthique médicale et vous êtes aussi cofondateur et porte-parole du collectif Réinfo Covid. Dans le lien de cette vidéo, je vous mettrai, les amis, les liens pour retrouver la chaîne YouTube de Réinfo Covid et puis le collectif. Alors voilà, on s'est déjà parlé un petit peu avant de préparer cette émission. Et comme je vous disais maintenant, on nous dit dans les médias de grande écoute que les réanimations sont pleines, que c'est la catastrophe en vue, que la deuxième vague va être probablement plus grosse que la première. Alors moi, je voulais déjà vous poser une première question, si vous êtes d'accord. Est-ce que c'est pas le principe même d'une, on va dire, d'une unité de réa d'être pleine tout le temps? Ouais, juste avant de répondre à votre question, je précise aux auditeurs, je pense que tous les médecins qui passent sur un média devraient dire leur conflit d'intérêt. Donc moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et il y a quelque chose qui s'appelle Transparence Santé, qui permet de savoir à peu près combien touchent les médecins directement de l'industrie des médicaments. Ça ne permet pas de savoir, par contre, s'ils ont des stock options, ça ne permet pas de savoir s'ils sont rémunérés par une autre branche d'une filiale, d'une multinationale du médicament. Donc en fait, c'est une toute petite partie émergée de l'iceberg. Dans cette toute petite partie émergée, moi j'ai 450 € qui sont les staffs du service, parce que j'ai, sans le savoir en fait, juste en signant mon nom quand des labos venaient pour faire un goûter, à chaque fois ça raquait 40 € quoi. Donc depuis j'ai fermé la porte complètement au laboratoire et j'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire. C'est intéressant pour les auditeurs et les spectateurs d'aller regarder un petit peu qui parle et quels sont leurs conflits d'intérêt, parce que vous allez voir qu'ils sont juste majeurs la plupart du temps. Donc je parle pas de n'importe où. D'où je parle, hein, je le précise, vous l'avez dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur à la Conception à Marseille, mais je parle pas du tout pour la PHM, dont je salue le travail en fait. Je suis prudent avec mon institution. Vous savez que les temps sont durs pour les réanimateurs qui ont tendance à l'ouvrir
dans des médias. Donc, voilà, je salue le travail de l'institution, je travaille avec joie, je suis très content de mon travail et je souhaite le garder. Et je critique pas du tout l'institution, je parle pas du tout en son nom, je parle en mon nom propre et je suis comme porte-parole de Réinfo Covid. Et j'ai un avis en tant que citoyen sur la politique sanitaire, avec la liberté d'expression qu'on a, je me permets de le donner. Donc, pour répondre à votre première question sur les tensions en réanimation, oui, on est clairement en tension là sur la réanimation. Et effectivement, c'est habituel en réanimation, mais là, il y a quelque chose d'un peu inhabituel. Et pour moi, c'était pas prévu. Il y a 2 mois, je tenais pas ce discours-là. Je tenais un discours qui était qu'il se passait rien en fait, et qu'on était dans un délire collectif. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était vrai. Et puis là, tout de suite, on a une recrudescence d'une épidémie saisonnière. Et je crois que c'est important de remettre les termes au bon endroit, parce que une des premières manipulations médiatiques et gouvernementales, c'est le langage, c'est la sémantique. Et de parler de deuxième vague, c'est pas juste, c'est pas vrai, c'est pas une deuxième vague. C'est une épidémie saisonnière d'un virus qui s'est installé. Et il se passe vraiment quelque chose, par contre. Effectivement, l'hôpital et les services de réa se remplissent progressivement. C'est pas brutal, mais progressivement, il y a de plus en plus de malades qui ont une maladie à Covid, c'est-à-dire la maladie induite par le virus SARS-CoV-2. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pareil, si vous prenez les tests et que vous dites on est positif au Covid, c'est pas vrai. Les gens sont positifs à un test à SARS-CoV-2, ça veut dire qu'il y a le virus qui est retrouvé. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malades. Et l'immense majorité des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, ils ne sont pas malades du Covid. Donc il y a une toute petite minorité qui est malade du Covid, mais cette petite minorité, elle commence à grossir doucement avec l'automne et probablement avec l'hiver, et elle remplit doucement la réanimation. Et pour le moment, les autorités sanitaires à Marseille et sur PACA font ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'elles essayent de garder l'activité réglée de l'hôpital et de la chirurgie pour pas induire un maléfice sur les gens qui n'auraient pas le Covid et ne pas produire d'effets collatéraux majeurs. Mais par contre, doucement, on ouvre des lits et on essaye d'ouvrir des lits. Mais par contre, la réa est en tension parce qu'il y a plus de malades. Et vous l'avez dit, c'est l'enjeu de la réanimation d'être toujours pleine, en fait, et de passer son temps à mettre le turnover. Et ça, il y a plein de raisons. Je vais essayer de faire un petit tour des raisons pour lesquelles on est en tension. Je l'ai dit, voilà, il y a effectivement une épidémie saisonnière. Mais les gens réagissent avec plus ou moins de stress. Moi, je suis quelqu'un qui a une généreuse nature, probablement, donc j'ai pas de stress. Il faut juste être pragmatique et faire les choses comme elles doivent être faites. Les gens qui paniquent, en général, ils font n'importe quoi. J'aimerais vous demander, par rapport à l'année passée, est-ce que vous vous souvenez au mois d'octobre, si c'est des périodes où on a l'habitude d'avoir une montée des admissions pour votre unité, par exemple? Oui, si vous prenez toutes les interviews de réanimateurs depuis 10 ans, chaque année, à partir du mois d'octobre et tout l'hiver, ils vous disent on est en tension, les urgences sont pleines, l'hôpital est plein à craquer, l'hôpital est en tension. Si vous prenez les plans hôpital en tension, il y en a chaque année en fait. Donc c'est pas nouveau. Et ça vient d'un problème structurel. C'est-à-dire que l'idéologie néolibérale mondialisée qui accourt à Bruxelles et qui est déclinée ensuite dans les différents pays de l'Union européenne consiste à détruire de manière complètement volontaire et programmée petit à petit l'hôpital public et à fermer des lits au motif que ça coûte trop cher, que les personnels coûtent trop cher. En 15 ans, on a fermé 69 000 lits en France. Donc, oui, on est en tension, mais enfin, on a clairement choisi d'être en tension. Alors, pour ce qui est de la réanimation, depuis 2 ans, il n'y a pas eu de diminution des lits. Il faut être honnête là-dessus, il n'y a pas eu de fermeture de lits. Mais par contre, c'est un système qui n'est pas du tout plastique et qui n'est pas du tout plastique au niveau des humains. Donc voilà, il y a le problème vraiment du bâti et puis du nombre de lits sous-jacents qui n'est pas suffisant et qui n'est pas plastique, qui ne peut pas s'ouvrir. En Allemagne, certains lits peuvent devenir des lits de réanimation assez facilement. Simplement, ils décident que ça devient des lits de réanimation. Parce que là, on parle beaucoup excusez-moi, mais on parle beaucoup de lits, mais rarement d'équipes. J'imagine que le lit en réa nécessite peut-être plus d'équipes que le lit en hospitalisation on va dire, de confort. Ouais, c'est la grosse chance de la réanimation, c'est d'être doté en personnel de manière beaucoup plus importante que les services classiques. On a normalement, dans un décret, on dit qu'il faut une infirmière pour 2 patients et demi. Bon, c'est un peu bizarre, ça veut dire 2 infirmières pour 5 patients. Et en fait, ça, il n'y a aucun service qui s'offre ça. Et on a
une aide-soignante pour 4 patients. Donc c'est très luxueux la réanimation en termes de personnel. Il y a toujours un médecin sur place, il y a toujours un médecin la nuit, plus ou moins un interne, plus ou moins un externe, des gens qui font le ménage. Donc c'est très très luxueux. Et effectivement, la grosse tension, elle est plutôt sur les équipes paramédicales et médicales. À la fois une tension de réalité, c'est-à-dire que les gens qui soignent le Covid aujourd'hui, dans les directives qui sont faites pour l'isolement et puis la sécurité sanitaire, c'est des gens qui passent 12 heures sous une blouse avec un masque, etc. C'est extrêmement éprouvant. Et donc, les équipes sont fatiguées. Ça, c'est vrai, quoi. La première vague a épuisé les gens et cette recrudescence saisonnière est en train d'épuiser encore le personnel. Donc, là, par exemple, est-ce que vous notez une différence entre les personnes qui arrivent maintenant et celles que vous avez vues au mois de mars, au mois d'avril? Est-ce que c'est les mêmes symptômes? Est-ce que vous sentez la même atmosphère qui arrive? Ou il y a une différence? Ouais. Juste avant de répondre à cette question, je finis par quelque chose. Mais il y a des dysfonctionnements majeurs qui induisent une tension. Je vous donne mes 2 dernières gardes. On a fait un lit dans la nuit pour accueillir des malades. Et il n'y avait pas d'ASH, c'est-à-dire les gens qui font le ménage. Il n'y en avait pas pour faire le ménage de la chambre. Donc la chambre est restée inutilisable pendant 16 heures. 2 fois. Et donc, déjà, si on commence par travailler là-dessus, par donner de l'argent pour avoir du personnel, par donner de l'argent pour que le ménage soit fait, par donner de l'argent pour qu'on ait le matériel, parce qu'on manque aussi de matériel progressivement. Plus ça va crescendo, plus on va manquer de matériel. Ça n'a rien à voir avec le fait de fermer des restaurants ou de faire un couvre-feu, quoi. Enfin, l'impact n'a rien à voir. Donc, votre autre question, elle est sur est-ce qu'il y a une différence entre les patients qui sont venus en mars et les patients qui viennent maintenant? Oui. Il y a quelques semaines, les patients étaient différents. D'une part, il y avait cette recrudescence de tests qui faisait qu'on avait des gens positifs, mais avec une autre maladie. C'est-à-dire qui étaient positifs à SARS-CoV-2, mais pas avec le Covid. Donc, on a eu des gens qui avaient des pneumonies à bacilles pyocyaniques, des pneumonies bactériennes, des gens qui avaient un lymphome en induction, une leucémie en récidive, et qui, par ailleurs, se trouvaient avoir un test positif, puisqu'on teste tout le monde de manière systématique. Vous rentrez à l'hôpital, vous êtes testé. Vous changez de service, vous êtes testé. Donc, à force, on en trouve. Surtout que le test, vous allez en parler dans une de vos émissions, mais il y a beaucoup de faux positifs. Donc, on se retrouve avec des tests positifs et on ne sait pas très bien quoi en faire. Ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo de l'IHU. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant, ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. Donc, les statistiques sont douteuses, en vrai. Ça, c'était vrai il y a la semaine dernière et la semaine d'avant. Et puis là, petit à petit, ça s'affine. On a quand même de plus en plus de gens qui sont effectivement malades de la Covid-19. Et leur profil est à peu près le même qu'en mars. C'est-à-dire qu'on a des gens avec des facteurs de risque qui sont hypertendus, diabétiques, obèses. Et ceux-là, ils peuvent faire des formes graves, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est-à-dire que la phase virale, souvent quand ils arrivent, est presque terminée. Ils ont presque plus de virus. Et la phase inflammatoire commence, ou alors on est à la fin même de la phase inflammatoire, et on est sur les conséquences sur le poumon. Et ces gens-là s'en remettent plutôt bien. Et puis on a un deuxième profil de patients, qui sont des patients avec beaucoup de ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres maladies. Ils ont un lymphome, ils ont un cancer métastatique, ils sont très âgés, ils ont une dénutrition pour une autre raison. Bref, ils ont plein de maladies qui s'intriquent les unes aux autres. Et souvent, ces gens-là, ils sont plus graves. Ils sont plus graves parce qu'ils restent virifères, ça veut dire qu'ils restent à sécréter du virus, en même temps qu'ils font leur phase inflammatoire et en même temps qu'ils font leur oxygénodépendance, c'est-à-dire qu'ils ont la maladie du poumon qui est là. Et ça, c'est plus difficile à traiter, ça dure plus longtemps en réanimation et le pronostic est plus incertain. Mais la réalité globale de la létalité, c'est-à-dire de la mortalité chez les malades, c'est qu'elle est faible. C'est que malgré tout, ça reste une maladie qui pour nous est pas bénigne, ce serait exagéré de dire ça, mais pas si grave que ça. C'est-à-dire qu'on tourne à 13% de mortalité sur la réanimation à peu près. Je peux regarder les chiffres en même temps que je vous parle là. Ouais, c'est ça, on est à 13% de mortalité en réanimation. C'est pas quelque chose qui fait peur en fait, hein. Par contre, c'est quelque chose qui est long, qui mobilise des ressources, qui mobilise beaucoup d'énergie. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce qui se passe, et je vous remercie en tout cas de témoigner de ce que vous faites en interne, parce que a priori, vous êtes la dernière personne capable de soigner un cas grave. Anesthésiste, réanimateur, donc vous avez la pression, hein, je vous la mets. C'est vrai qu'on se demande toujours, quand on écoute le discours officiel,
on a l'impression qu'on peut passer du stade où tout va bien, on est jeune, en bonne santé, etc. Tout va bien, on n'a pas de terrain spécifique, au stade on finit intubé sur le ventre. Les malades que vous avez en réa, est-ce que ce sont des personnes qui peut-être sont jeunes? On entend de tout maintenant dans la presse. Comment est-ce que vous avez toujours le même profil ou vous avez vraiment des jeunes qui vont bien? Alors, je vous donne ce que je connais, c'est-à-dire sur PACA et dans mon service et à l'assistance publique, il y a 300 patients, bon an, mal an, il y a environ 300 patients en réanimation. Là-dedans, il y en a 150 qui sont ventilés de manière invasive. Ils ont un tube dans la gorge, ils sont probablement sur le ventre, voilà, c'est grave. Puis il y en a 150 qui sont avec de l'oxygénothérapie à haut débit où on espère que ça passe comme ça, mais c'est pas sûr. Donc on est sur moitié-moitié. Et puis il y a 40 patients qui sont plus Covid positifs. On a levé l'isolement, mais ils sont toujours en réanimation. Donc en gros, on a 350 malades. Et sur ces 350 malades, vous pouvez considérer qu'il y en a à peu près 45 qui ont moins de 60 ans. Ça fait pas des masses. Et si vous descendez encore en dessous de 50 ans, il y a 10 malades entre 40 et 50 ans sur ces 350 malades. Il y en a 5 qui ont moins de 40 ans, enfin, allez, 7 qui ont moins de 40 ans. Donc, ouais, vous pouvez toujours trouver un mouton à 5 pattes. Il y a des gens très jeunes en réanimation, mais il y a des gens très jeunes qui ont plein de comorbidités. Alors, c'est ça, le problème, c'est qu'on s'arrête souvent à l'âge. Nos suppresseurs, qui sont en fait des malades très graves, qui n'ont pas leur âge physiologique, qui ont un niveau de comorbidité qui est important. Donc, vraiment, je crois qu'il faut rassurer les gens qui vont bien. Ils vont pas. Alors voilà, c'est ça. Tout va bien, quoi. Ma question, elle est par rapport à l'état de santé, parce qu'on parle beaucoup d'âge. Alors on nous dit oui, il y a des jeunes qui sont aussi en réanimation, mais on ne nous parle pas de leur terrain, de comment ils vont, parce qu'ils peuvent aussi être malades. Hein. C'est pas aussi des gens qui ont des cancers ou d'autres maladies compliquées. Donc là, les personnes qui sont plutôt jeunes dans votre unité en réa, est-ce que vous notez qu'elles ont quand même un terrain au départ ou ce sont des personnes ultra saines qui sont foudroyées par un Covid? Non, c'est juste pas vrai. C'est-à-dire quand il y a des chefs de service qui vous disent ça peut tomber sur n'importe qui comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est pas vrai. Il y en aura peut-être un, mais il y en a un dans toutes les maladies. Si vous prenez une méningococcémie, une pneumococcémie, etc., ça tombe du ciel sur un pauvre type qui a rien demandé et qui a 20 ans, qui a 25 ans, un polytrauma, ça va tomber sur un pauvre type qui a rien demandé. Et donc, ouais, c'est la réalité. Il y a à la marge, il y a des moutons à 5 pattes qui sont voilà. Donc je suis très honnête, hein, je vous dis ce qui existe, mais la réalité c'est que l'immense majorité, et y compris de ces gens jeunes, c'est des gens qui ont des antécédents lourds. Donc on peut pas dire que ça touche n'importe qui, c'est pas vrai. Ça veut dire que le ciblage de la gestion de la tension, il devrait être ciblé. Oui. Quand je dévie sur une autre question que vous allez peut-être me poser, mais il y a plein de façons de gérer la tension sur l'hôpital, de gérer le R0, de gérer le RT, de gérer la disponibilité des lits. Cette façon de faire, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est d'avoir, imaginez que vous avez une bouteille qui se remplit et qui se vide. Si elle se remplit trop vite et elle se vide pas assez vite, elle va déborder au bout d'un moment et vous allez être embêté. Donc, l'idée, c'est que la bouteille, elle puisse être un peu plastique, donc que vous puissiez augmenter le nombre de lits sans trop impacter le reste de l'activité hospitalière. Ça, on n'est pas du tout plastique, on ne sait pas bien le faire pour les raisons de personnel, pour les raisons de lits, pour les raisons de médecins, pour les raisons d'argent, majoritairement d'argent, et de volonté de pas ouvrir des lits. Je connais un hôpital privé pas très loin, qui est en partenariat avec le service public. Ils ont ouvert 25 lits Covid en 3 jours. Nous, on ne peut pas faire ça. Et ils l'ont ouvert sur des fonds publics. Donc, nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'a pas les fonds et on n'a pas le personnel. Et quand on veut recruter du personnel, on ne se donne pas les moyens. On dit, il n'y a personne qui veut venir à l'assistance publique. Oui, vous payez une misère. Non, vous n'aurez personne. Donc, il y a d'une part que la bouteille soit plus plastique. Ensuite, il y a l'idée d'accélérer la vidange vers l'aval. C'est-à-dire les gens qui commencent à aller mieux, il faut mettre en place des réseaux hospitaliers puis des réseaux de villes qui sont performants à prendre les gens alors qu'ils ont encore un peu d'oxygène, alors qu'ils sont on sait qu'ils vont aller mieux. Et donc, ça ne sert à rien de les garder en réanimation jusqu'à ce qu'ils soient parfaits. Il faut les laisser sortir en service. Actuellement, c'est compliqué parce que la plupart des services disent « Oh là là, non, Covid, on n'a pas envie d'impacter ». Si vous le remettez dans un service Covid,
souvent cette personne qui était plus isolée, elle se retrouve réisolée avec le masque canard, etc., un peu abandonnée. Ça, c'est pas bien. Donc, il faut réussir à les remettre dans la vie. Donc ça, c'est un des travaux qu'on fait en Bretagne, dans mes activités extrascolaires, puis à Marseille, là, dans mon travail, c'est d'essayer de mettre en place des réseaux comme ça qui fonctionnent bien avec des prestataires de services en ville. Aujourd'hui, on a fait sortir 2 patients qui avaient encore de l'oxygène, qui avaient encore un peu de ventilation nocturne, mais ils sont rentrés à la maison et ils vont bien. Là, par exemple, je voulais vous demander par rapport au protocole, parce que là, vous parlez justement de, finalement, j'imagine que tout est bien sous protocole hein, quand on travaille dans un hôpital. Vous avez parlé le 7 octobre dans cette vidéo l'IHU de Marseille, qui avait un protocole. À partir de 6 litres d'oxygène, on intubait les gens. Est-ce que maintenant, on est toujours dans le même protocole ou il a changé? Alors, protocole, c'est plutôt une doctrine. C'était les recommandations qui nous ont été données par nos tutelles. Mais je ne veux pas cracher dessus, c'est pas facile. Et on découvrait la maladie. Mais effectivement, la doctrine qui a été donnée initialement, elle était pas bien faite. Elle n'était pas bien faite parce qu'elle connaissait pas la maladie, elle connaissait pas son évolution et sa cinétique. Et on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait pas faire comme ça. Mais effectivement, au départ, on nous a dit il faut les prendre très tôt, ça s'aggrave très vite, il faut tout de suite les intuber. Et si vous prenez le début de cette vague, tout le monde a été intubé. Et à partir du moment où vous avez intubé quelqu'un, c'est difficile quoi, de l'extuber, ça va prendre plus de temps, il va faire les complications de l'intubation. C'est quoi les complications de l'intubation? C'est que on chante vos barrières oropharyngées, et donc vous avez tendance à avoir faire des pneumonies bactériennes en plus. Parce que la bave va suinter autour du ballonnet qu'il y a dans la tranchée, puis faire une bronchite, puis petit à petit faire une pneumonie. Et donc, alors que vous étiez en train d'aller mieux du Covid, tac, vous allez refaire de la fièvre, des globules blancs, et vous êtes en train de faire une pneumonie. Vous rajoutez 7 à 10 jours d'hospitalisation avec des antibiotiques, etc. Le fait d'être intubé, ça nécessite d'avoir des médicaments pour vous faire dormir, comme de la morphine en plus fort et comme un somnifère en plus fort. Ces médicaments-là, ils ont plein d'effets secondaires. Ils sont nécessaires pour que le patient supporte d'avoir un tube dans la gorge et d'avoir une machine qui l'aide à respirer. C'est très insupportable. Mais par contre, ça va immunodéprimer le patient. Ça va lui faire perdre tous ses muscles progressivement. Il va avoir ce qu'on appelle une neuromyopathie de réanimation. Donc là, il va mettre 3 semaines à s'en remettre, à refaire des muscles pour rebouger. Il va être presque paralysé de partout en sortant. Donc, en fait, si on peut éviter ça, il faut éviter ça. Il faut le réserver qu'aux cas les plus graves où on est obligé de le faire. La doctrine initiale, c'était faites ça pour tout le monde parce qu'en fait, ça va être grave pour tout le monde. C'était pas adapté. Mais on a corrigé le tir et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des réanimations, je suis pas partout donc je peux pas vous dire, mais la plupart des réanimations ont compris ça et le font de manière beaucoup plus efficace. Et vous le voyez dans les taux de mortalité, de létalité et dans les durées de séjour en réa sur l'ensemble de la France, on va beaucoup plus vite. Les gens meurent beaucoup moins. Et donc, ça veut dire qu'on a compris des choses. Ça, c'est pour le côté ventilatoire. Je voulais juste vous demander, est-ce qu'on peut donner la raison pour laquelle, à ce stade-là, maintenant, les gens meurent beaucoup moins? Est-ce que c'est parce que les soins sont meilleurs? Est-ce que c'est parce que le virus est moins violent? Est-ce qu'il y a déjà des pistes par rapport à ça? Les chiffres, ils sont difficiles à analyser. Hein. Si vous torturez les chiffres, vous allez réussir à leur faire dire ce que vous voulez. Hein. L'impression qu'on a, c'est qu'il y a eu, et on a la chance d'avoir l'IHU à Marseille, c'est extrêmement précieux. C'est parmi les seules équipes à fournir vraiment de la data fiable. Et donc, on attend la séance du mardi et la petite vidéo de Didier avec impatience, en fait, parce qu'il nous apprend énormément de choses. Et notamment sur la génétique du virus et les mutations du virus. Ce qu'on a vu, c'est que le premier virus a muté plusieurs fois, jusqu'à avoir plein de formes différentes, et que ces formes étaient beaucoup moins sévères dans le mois de juillet. Voilà, globalement, il se passait plus grand-chose. Et que là, de manière brutale, un peu inattendue, et à mon avis, il conviendrait d'explorer ça de manière beaucoup plus profonde. Pourquoi est-ce qu'on a un virus qui est assez loin au niveau phylogénétique? C'est-à-dire, il ne ressemble pas tout à fait au premier ni rien, et il ne ressemble pas à une mutation simple. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est un virus vraiment un peu différent, quoi. Ça reste un SARS-CoV-2, hein, mais il est vraiment un peu différent. Et celui-là, il est plus agressif. Moyennant quoi, on arrive à une létalité qui, pour le moment, monte pas tellement. Et je pense que c'est qu'on est meilleur, effectivement, dans la prise en charge. La prise en charge réanimatoire, mais la prise en charge préhospitalière et hospitalière. On est meilleur, pourquoi? Parce que on teste tout le monde. Alors, moi, je suis pas d'accord avec le fait de tester tout le monde. Je pense qu'il faudrait tester de manière ciblée avec un diagnostic. Mais
ça permet de trouver les gens rapidement et tôt. Ils n'arrivent pas à l'hôpital alors qu'ils sont déjà catastrophiques. On peut voir venir et petit à petit mettre les choses en place. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas tester tout le monde, il faut tester de manière ciblée. Ça marcherait aussi bien probablement. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de généralistes, malgré tout, qui ont prescrit des protocoles d'antiviraux. Je ne sais pas si on peut le dire sur YouTube maintenant, parce qu'on est censuré tout le temps, mais en gros, à l'évidence, l'hydroxychloroquine, ça sert à quelque chose. Et les gens, ils ont de la merde dans les yeux, quoi. Je sais pas comment dire. Il faut lire les études pour de vrai. Il faut arrêter de regarder la méta-analyse de BFM. Si vous regardez les 123 études ou plus maintenant, à l'évidence, ça sert à quelque chose. À quel point ça sert à quelque chose, je ne sais pas vous le dire. Mais je pense que c'est vraiment utile et que ce serait dommage de s'en passer. Et là, c'est un vrai scandale ce que fait la NSM. En France. Vous avez peut-être entendu là, ces derniers jours. Alors justement, on peut ouvrir une parenthèse là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour les personnes qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé récemment? Alors, c'est pas tout à fait une AMM, c'est une autorisation temporaire d'usage, une ATU, enfin quelque chose qui ressemble à ça, et qui permet de mettre le vous avez toujours le droit d'utiliser des médicaments hors AMM, c'est-à-dire hors de ce qu'a prévu le fabricant du médicament. Et on passe notre temps à le faire. 80% des médicaments ou 90% des médicaments qu'on utilise, on les utilise hors AMM. Et c'est encore pire en pédiatrie. En pédiatrie, tous les médicaments sont hors AMM par définition, ou chez la femme enceinte. Donc, en fait, ça veut dire que c'est la responsabilité du médecin. Mais en fait, c'est pas une nouveauté. La prescription, c'est la responsabilité du médecin. Olivier Véran n'ira jamais en tôle parce qu'il y a eu un effet secondaire sur un médicament que j'ai prescrit. Le président de la NSM n'ira jamais en tôle parce qu'il y a un effet secondaire sur un médicament que j'ai prescrit. C'est moi qui irai. Et donc, ça veut dire qu'ils prennent des responsabilités qu'ils n'ont pas à prendre, en fait. Et qui, en plus, sont déplacées. C'est-à-dire, actuellement, la NSM, disant d'un côté, oh là là, on ne sait pas, il faudrait peut-être pas utiliser l'hydroxychloroquine. Et pendant ce temps, ils permettent au remdesivir, qui est bourré d'effets secondaires, d'être distribué gratos. Pour moi, alors, concrètement, vous pouvez toujours la prescrire ou pas, cette hydroxychloroquine? Alors, nous, on a de la chance, c'est qu'on est en réa. En réa, on fait ce qu'on veut. Parce que la balance bénéfice-risque, si vous voulez, les malades sont graves et très graves. Et donc, il n'y a personne qui va discuter ce qu'on fait. Mais ça ne sert plus à rien en réa. En réanimation, ça sert plus. C'est au stade du généraliste que ça se passe. Voilà. Nous, c'est un peu trop tard. Quand les gens sont encore virifères, on fait de l'hydroxychloroquine et du zinc et du Zithromax. Le Zithromax, on le fait aussi pour une autre raison, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle un intracellulaire, une autre bactérie, parce que ça ressemble beaucoup. Mais en vrai, ça se passe au stade du généraliste. Vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences, qui a de la fièvre, qui a mal partout, qui est fatigué, qui a une agueusie. Actuellement, s'il n'a pas de problème respiratoire, on lui dit vous rentrez chez vous et vous avez du paracétamol. C'est hyper dommage en fait. Sauf s'il est à l'IHU ou sauf s'il tombait sur un généraliste qui était un peu renseigné. Donc là, il y a une perte de chance pour les gens, hein, moi je pense. Mais comment faire? Donc là maintenant, le médiatique vous a lavé le cerveau pour vous dire ça sert à rien. Donc, le médecin de ville aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore, parce qu'il y a même des médecins qui ne savent pas, hein, est-ce qu'il peut prescrire l'hydroxychloroquine parce que ça a été de nouveau autorisé là cet été. Donc maintenant, il peut le prescrire ou pas? Alors, c'est drôle parce que vraiment un feuilleton à rebondissement. Hein. C'est-à-dire que ça a été interdit pendant l'état d'urgence, réservé à l'hôpital, ce qui était idiot en vrai. Et puis ensuite, il y a eu l'état transitoire de sortie de l'état d'urgence où ce truc-là est tombé, parce qu'il est tombé avec les décrets de l'état d'urgence. Mais il y a eu très peu de publicité. Les médecins n'étaient pas au courant. Il n'y a personne qui leur a dit « Ah là là !» Alors que je vous promets qu'on reçoit des mails à longueur de journée de la Direction Générale de la Santé nous expliquant ce qu'il faut faire avec les masques, avec le remdesivir, etc. Là, on n'a pas reçu de mail pour nous dire on pouvait prescrire en ville ce médicament. Et puis, on est retombé dans l'état d'urgence avec des décrets qui sont repassés et qui ont interdit l'usage de l'hydroxychloroquine par les généralistes. À nouveau, donc voilà, on ne laisse pas les médecins prescrire de nouveau. Ça pose vraiment question sur est-ce que vraiment ceux qui nous gouvernent cherchent le bien commun? Pour moi, il y a un problème. Il y a la question du remplissage, et c'est connexe avec la question que vous posez sur la doctrine ventilatoire. Si vous ventilez les gens de manière agressive, vous allez remplir votre réanimation et vous ne pourrez pas la vider. Alors que si vous laissez des gens avec plus d'oxygène en service Covid hospitalier classique,
et vous dépassez les 6 litres, vous les laissez là, mais vous surveillez de près. Nous, on se réunit tous les jours avec les médecins du service Covid pour rediscuter tout le monde, en fait, pour savoir est-ce que lui, il faut le prendre, pas le prendre. Est-ce qu'il s'aggrave ou ça va, c'est stable? Et puis, on voit venir. Là, je sais qu'il y a un malade, il est pending, quoi. Il est entre deux. Mais je le sais, et je connais son nom, et je peux le prendre, en fait, quand je veux. Et l'autre chose, c'est la notion de triage. J'en ai parlé dans la vidéo de l'IHU, et peut-être c'est choquant pour les gens. C'est l'idée que y a des gens, on ne va pas les prendre en réanimation. Et c'est pas qu'on ne veut pas les soigner. C'est qu'on sait que la réanimation, c'est une descente aux enfers. C'est vraiment ultra agressif pour les gens. Au niveau psycho-affectif, au niveau physique, les gens vont perdre des plumes. Ils ressortiront jamais mieux que ce qu'ils étaient avant. Et donc, des personnes de 80 ans, 85 ans, avec des comorbidités, il est illusoire de penser que la réanimation, ça va être utile. Au contraire, ça va les dégrader et ils vont mourir dans les semaines qui suivent la réanimation ou en réanimation dans d'atroces souffrances. Et donc, il ne faut pas le faire. Éthiquement, c'est pas bien. Vous êtes dans la malfaisance. Et ça nous fait faire ce qu'on appelle un triage. Or, il y a des gens qui ont refusé cette idée, qui ont dit il faut prendre tout le monde en réanimation, il faut prendre absolument tout le monde. Et ils ont rempli leur réanimation de gens de 85 ans, de 90 ans. Aujourd'hui, en PACA, si je prends les gens de plus de 80 ans, sur les 350 dont je vous ai parlé, il y en a 42. Ouais, ceux-là, c'est discutable en fait, parce qu'ils prennent peut-être la place de gens de 60 ans. Et donc, si vous êtes contraint en termes de volume de lits et de personnel, il y a un moment, il va falloir faire un choix de priorité en fait. Et ça, c'est un crève-cœur. Hein. On le fait tous les jours avec un vrai questionnement à plusieurs, avec les médecins Covid, etc. On ne prend pas ça du tout par-dessus la jambe. Et quand on dit qu'on ne veut pas les prendre en réanimation, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas les soigner. Ils vont être soignés quand même. C'est-à-dire, ils peuvent avoir de l'oxygène en service. Si ça passe simplement, tant mieux. Mais il ne faut pas que ce soit compliqué, qu'on doive les intuber, leur mettre un respirateur, des amines, de la noradrénaline, les dialyser. Là, c'est sûr que ça va mal se passer. Par contre, si ça passe avec pas grand-chose, tant mieux. Donc, l'idée de mettre du Rivotril aux gens en EHPAD, c'est extrêmement choquant au niveau éthique. Ça veut dire, à partir du moment où quelqu'un ne respire pas bien, je vais lui mettre un médicament qui, en gros, le fait arrêter de respirer. C'est de l'euthanasie, en fait. Le triage, c'est pas de l'euthanasie. Hein. Le triage, c'est dire, c'est futile, ça sert à rien de faire ça. Ça va, je suis clair parce que il y a beaucoup de méprise pour le public pour ça, je pense. Alors, non seulement il y a beaucoup de méprise, mais surtout que vous nous dites que c'est pas nouveau. Parce que nous, évidemment, on ne fait pas votre métier. Hein. Médecin, anesthésiste, réanimateur, c'est quand même, ça court pas les rues. Maintenant, quand on allume une télévision, on écoute une radio, c'est sur cette corde-là que le discours il est fait. Et quand on vous écoute, eh bien, en fait, on découvre que c'est le principe même de la réanimation, de devoir aussi trier, n'est-ce pas? Oui, c'est le principe même. Et il y a une étude qui a fait date en réanimation qui s'appelle LATAREA. Et LATA, ça veut dire limitation et arrêt des thérapeutiques actives. En gros, ça veut dire, nous, on arrête de mettre ce qu'on a mis. On laisse mourir les gens. On peut les accompagner là-dedans et avec leur famille, avec des soins, etc. On peut faire ce qu'il faut pour qu'ils aient pas mal, pour qu'ils soient pas anxieux. Mais par contre, on admet l'idée qu'on va pas les sauver. Et ben en fait, en réa, il y a plus de 50% dans cette étude des gens qui meurent en LATA. Ça veut dire les gens en réa, il y en a la moitié qui meurent parce que nous, on décide qu'on va s'arrêter. Pas parce que c'est trop grave ou que c'est trop compliqué, ou parce que nous, on pense que ça n'a pas de sens. Ça, c'est hyper compliqué à expliquer comme ça en quelques minutes, parce que c'est vraiment le cœur du métier qui vous prend aux tripes un peu, qui fait que parfois même on arrête la réa tellement c'est dur et lourd éthiquement. Et c'est pour ça qu'aussi il faut le faire à plusieurs. C'est pas quelque chose qui se décide tout seul la nuit au coin d'un bois. non, c'est quelque chose où les aides-soignants, les infirmiers disent ce qu'ils ressentent aussi avec un côté émotionnel dans le cœur, pas forcément intellectuel, où la famille dit ce qu'elle ressent. Et où on va donc il y a à la fois le triage et la limitation thérapeutique en réanimation. Quotidien, c'est le principe même de la réanimation, de ne pas faire de la réanimation à quelqu'un où on pense que ça sert à rien. Or, on le fait, et on le fait pour des mauvaises raisons parfois. C'est que on est payé à l'acte et à la tarification à l'acte. Et donc, vous avez certaines réanimations, elles vont peut-être garder quelqu'un qui n'en finit pas de mourir parce que ça permet de gagner des sous. Et donc, certaines réanimations du privé où j'ai travaillé quand j'étais interne et où je faisais des remplacements, il y avait des personnes âgées qui en finissaient pas de mourir, quoi, comme ça, parce que le lit était occupé. Il n'y avait pas vraiment de malveillance, mais c'était un peu
comme dans Hannah Arendt, l'extraordinaire banalité du mal. Vous disiez dans votre vidéo du 7 octobre que la réanimation est faite pour passer un épisode aigu. Elle n'est pas faite pour les maladies chroniques qui arrivent en bout de course. Ça aussi, c'est quelque chose que, on va dire, le public apprend maintenant avec cet épisode Covid, puisque déjà, on se dit, mince, mais en fait, on découvre ce qu'est la réa. Et surtout quand vous l'expliquez très simplement, est-ce que vous pouvez développer cette phrase que je reprends de votre dernière vidéo à l'IHU? Oui. Je le redis, la réa est faite pour passer un cap aigu. Elle n'est pas faite pour une maladie qui est en bout de course. Mais la difficulté dans notre société aujourd'hui, c'est que les maladies en bout de course, ça peut durer longtemps. Et les médecins sont forts, ils sont de meilleurs en meilleurs à tenir des maladies chroniques comme ça de manière longue. Et notre population est globalement de plus en plus malade, en fait. C'est un des paradoxes de notre système de santé, c'est qu'elle ne vous met pas en santé dans un empowerment immunitaire ni rien, c'est qu'elle vous maintient avec des béquilles médicales qui vous permettent de pas trop tomber. Mais il y a un moment, vous avez tellement de béquilles que vous allez finir par tomber au moindre souffle. Et on a de plus en plus de gens où cet arbitrage-là est compliqué. Et où en plus ça évolue, c'est-à-dire vous prenez un cancer métastatique sous anti-angiogénique, un cancer du sein métastatique au poumon sous anti-angiogénique, peut-être la survie, elle peut durer 5 ans. Et donc dans ce cas-là, peut-être il ne faut pas faire une limitation thérapeutique ou un triage, parce qu'il y a encore quelque chose à vivre. Donc c'est pas juste facile, c'est pas univoque. Mais on peut rester sur cette idée-là, que les gens qui ont trop de maladies chroniques, et la réa, ça les améliorera jamais là-dessus. Et quelqu'un qui se prend de la réanimation pour une embolie pulmonaire, par exemple, sur un cancer du sein métastatique au poumon, peut-être va survivre de l'embolie pulmonaire, mais elle va se retrouver 4 étages en bas. C'est-à-dire que le cancer lui-même, il va continuer à progresser. Il y aura du retard sur les chimiothérapies, etc. Et donc, on ne sera jamais mieux, quand même, que ce qu'on était. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous arrive de... puisque vous, apparemment, dans tous les hôpitaux, on teste à tour de bras. Est-ce que ça vous est arrivé pour protéger une personne qui était en test positif, voyant que sa clinique n'était pas vraiment Covid, est-ce que ça vous est arrivé de ne pas la mettre dans une unité Covid, justement pour la protéger, mais qu'elle compte quand même dans les statistiques d'hospitalisation Covid? Ouais, vous avez bien écouté ma conférence à l'IHU, j'en ai parlé. C'est arrivé que de manière hallucinante quelque part, et je vais vous donner 2 choses là-dessus. En réanimation, on a quelqu'un qui est arrivé, qui n'avait pas d'indication réanimatoire, parce que dans la discussion avec les gens de l'hématologie, cette personne a été diagnostiquée positive au Covid à l'entrée, alors elle rentrait pour avoir une chimiothérapie d'un lymphome. Et en fait, le fait qu'elle soit positive, branle-bas de combat, tout le monde s'est alerté, etc. Elle était positive à 32 CT, c'est-à-dire pour nous, pas très loin de la limite du seuil de détection qui est à 35 à Marseille, enfin du seuil de positivité admis. Et on s'est dit, si on la met en secteur Covid, elle va attraper le Covid pour de bon. Alors qu'elle ne l'a peut-être pas, c'est peut-être juste un faux positif, ou alors elle est en fin de maladie. Et puis en plus, elle va se retrouver isolée avec quelque part un défaut de soins et puis des effets secondaires de se retrouver dans une chambre comme un paria, comme si vous étiez lépreux. C'est pas du tout anodin pour les gens. Ils se sentent vraiment en danger, ils se disent ah là là, personne va s'occuper de moi. Et de fait, le fait que les gens soient isolés dans un service classique, ça fait qu'on s'occupe moins d'eux. On change moins souvent leurs draps, on va moins souvent les voir, etc. Donc il y a un vrai maléfice à se retrouver isolé à cause du Covid. Donc nous, on l'a pris en réa, où on a du personnel et on pouvait s'en occuper. Et à ce moment-là, on avait de la place. Et elle est restée 5 jours dans le service. On a commencé sa chimiothérapie, on a mis sa voie centrale, etc. On a fait ce qu'on savait faire. Et elle a compté comme si elle avait le Covid pendant 5 jours. Alors qu'en fait, elle était juste positive à 32 CT au SARS-CoV-2. Qui sait ce que ça veut dire? Et ça, c'est pas la seule qu'on a eue comme ça. Donc on l'a prise pour la protéger. Ça, hein. C'est pas un cas isolé. On l'a protégée. À la fin, ça s'est bien passé. Donc moi, j'ai aucun regret. Mais les statistiques sont mensongères. Et l'autre chose que je veux vous dire là-dessus, c'est que pour éviter des clusters familiaux, aujourd'hui, des gens qui ont du mal à se retrouver, à s'isoler, on les prend en secteur Covid, alors qu'ils ne sont pas très malades, qu'ils ont quelques comorbidités, pour éviter qu'ils fassent un cluster en famille. Ça veut dire, on surcharge l'hôpital et les secteurs Covid pour pas surcharger les secteurs Covid. C'est un peu tordu comme logique.
Non, mais C'est alors là, complètement docteur, tordu. il va falloir répéter. Il va falloir répéter parce que là, vous venez de lancer quand même une information importante. On répète pour être bien sûr d'avoir compris. Parce que quand vous parlez de comorbidité, il faut préciser pour, on va dire, pour les auditeurs qui peut-être n'ont pas les mêmes notions ou automatismes de comprendre de quoi on parle. Alors, il y a des gens qui sont testés positifs et qui sont âgés ou qui ont euh, une cardiopathie qui devrait être prise en charge en cardiologie euh, ou une maladie rénale qui devrait être prise en charge en néphrologie. Et en fait, on ne va pas les mettre ni en néphrologie, ni en pneumologie, ni à la maison, parce que souvent, ils pourraient même revenir à la maison, pour pas qu'ils créent un cluster dans le service où ils seraient ou à la maison où ils seraient. Mais ça veut dire que les services et l'hôpital sont remplis de gens qui sont positifs, pas très malades. En fait, ils pourraient être en ambulatoire. Ça veut dire qu'ils pourraient être à la maison. Mais on les garde pour pas qu'ils aillent contaminer d'autres gens. Et Est-ce que ces personnes-là ont des symptômes? Par contre-coup. Et donc, c'est une logique complètement tordue. Mais est-ce que ces personnes-là ont des symptômes typiques du Covid ou elles ont juste un test? Pas forcément. Souvent, ils en ont un petit peu, mais ils ont un tout petit peu d'oxygène ou voilà, ils sont pas très graves et ils pourraient être à la maison. Mais ça, c'est pas beaucoup de patients, mais ça correspond quand même la semaine dernière, ça correspondait à 3 ou 4 patients sur 25 patients dans le secteur Covid. Donc c'est quand même pas rien. Non, et après, on dit que c'est surchargé et qu'on est rempli. Donc, alors est-ce qu'il faut faire des choses folles comme faire des camps pour les gens qui seraient positifs? Non, 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 surtout pas, surtout pas. Il faut pas rentrer dans un délire totalitaire. Il faut mettre en route de manière intelligente ce qu'il faut pour qu'ils puissent être à la maison ou à l'hôtel ou voilà, le temps que ça passe. Alors justement, du coup, là, vous venez d'arriver sur une des questions que j'avais pour vous par rapport aux statistiques, parce que bon, on a tous accès à des sources de chiffres, etc. Comment ça se passe pour des statistiques concrètement? En Suisse, par exemple, quand on fait un test qui s'avère être positif, on peut le faire 2 fois, ça compte pour 2 cas, la même personne. Est-ce que vous avez un service au sein de votre hôpital qui s'occupe de faire des chiffres? Comment ça se passe pour les statistiques de cas et d'hospitalisation? Alors, on va dire pour les hospitalisations et les hospitalisations en réanimation, je pourrais partager mon écran avec vous éventuellement, parce qu'on a une espèce de fichier, par exemple sur PACA, qui est très bien rempli par un médecin, je crois d'Avignon ou d'Aix, je sais plus, mais qui fait ça tous les jours. Il nous appelle tous les jours. Il dit mais combien vous avez de malades intubés, combien vous avez de malades sous Optiflow, combien vous avez de malades qui sont Covid-19, combien vous avez de malades en soins continus. Donc ça, à mon avis, c'est hyper fiable. Et c'est nos stats internes. Mais ça, vous n'y avez pas accès, vous. Dommage. Dommage. Et puis après, il y a l'hôpital. Dans l'hôpital, on teste tout le monde à chaque changement de service, à chaque fois que quelqu'un passe au bloc opératoire, à chaque fois qu'il rentre à l'hôpital, à chaque fois même qu'il viendrait en consultation. Il faudrait qu'il ait un test de moins de 3 jours. Et ça, tout ça, ça empile des tests dont vous ne savez pas du tout ce qu'ils veulent dire. Moi, en tout cas, je suis incapable de vous dire réellement ce qui se passe en population générale. Je peux vous dire juste ce qui se passe sur la réa et un peu à l'hôpital, mais en population générale, je ne suis pas capable. Et je pense que les ARS ne sont pas capables non plus. Parce qu'effectivement, on a des gens dans la queue de l'IHU qui viennent pour la 3e fois dans la semaine parce qu'ils sont stressés. On a des gens qui reprennent le boulot et qui sont retestés, mais ils avaient déjà été testés il y a une semaine parce qu'ils étaient partis en vacances. Donc, ces gens de tous ces stats. Donc en fait, ces gens-là, c'est pas rapporté au nombre de personnes, si vous voulez, c'est rapporté au nombre de tests. Voilà, c'est comme en Suisse alors. Donc en fait, vous avez aujourd'hui des personnes un peu hypocondriaques qui viennent se faire tester pour se rassurer? Ouais. Ouais, dans la queue de l'IHU. Moi, j'ai des agents doubles à l'IHU, donc je sais ce qui s'y passe, que je connais bien. et donc, ils me racontent. Et il y a des gens qui sont testés positifs, mais c'est pas que à l'IHU, hein, c'est dans les laboratoires de ville, c'est partout. Hein. Je ne crois pas qu'on puisse dire de manière très fiable ce qui se passe. Est-ce que vous avez déjà fait un test? Ouais. Ça fait pleurer derrière le cerveau. Hein. Il était positif ou négatif? C'est pas agréable. Non, moi je suis négatif. J'ai été testé déjà pas mal de fois en vrai, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est positif dans le service, etc., il faut se refaire tester. Donc bon, je me prête au jeu, mais je dois être immunisé en fait par la bonne humeur. Je
j'aurais pas j'aurais pas le SARS-CoV-2, quoi, à l'évidence. Donc en non, fait, c'est toujours négatif. donc vous êtes voilà, vous avez apparemment une bonne immunité. Je voulais vous demander dans toutes les personnes qui sont occupées là, que vous connaissez, région PACA, vous avez un sacré réseau. Dans tous les soignants, est-ce qu'il y en a qui sont tombés malades, gravement malades? Est-ce qu'il y en a qui sont carrément Dans les soignants, décédés? Oui. alors je ne sais pas tout ce qui se passe. Il y a des clusters épidémiques dans certains services où on pense que c'est lié au service et au fait que les gens se côtoient. Et donc là, par exemple, je ne vais pas citer de service, que voilà, je ne veux pas me mettre en bisbille avec ma direction, mais on pense qu'il y a effectivement des clusters épidémiques. Mais sinon, ça, c'est très minoritaire. La plupart du temps, vous avez à peu près le même taux de positivité chez les soignants qu'en population générale quand ils font bien les choses en termes d'isolement. Qu'est-ce que ça veut dire faire bien les choses? Ça, c'est compliqué parce que on insiste et on focalise tout le monde sur le masque. Moi, je vous propose que quand on vous focalise sur quelque chose, c'est comme les prestigitateurs. S'ils claquent les doigts là, c'est qu'ils sont en train de vous voler quelque chose dans la poche de l'autre côté. Et donc, si on vous parle que du masque, c'est peut-être qu'il n'y a pas que ça. Et l'équipe Comet à Marseille, qui étudie les eaux usées, c'est les marins-pompiers de Marseille, et qui trouve les clusters épidémiques dans les eaux usées et sur les surfaces, ils voient qu'il y a de la contamination par les surfaces et par le manuportage. Et donc, on revient à du très gros bon sens de l'hygiène, hein, c'est qu'il faut se laver les mains, quoi. C'est Semmelweis, c'est pas nouveau. Et que peut-être le masque, voilà, pareil, je veux pas me mettre en bisbille avec qui que ce soit, mais je pense que le masque dans la rue, le masque à l'école, c'est n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi, c'est une imposture. Et donc, par contre, le masque pour les soignants, bien se laver les mains, etc., ça évite les clusters épidémiques. Après, est-ce qu'il y a des malades très graves parmi les soignants? Parmi les soignants, il y a des gens qui sont malades avec des comorbidités, il y a des gens qui sont obèses, hypertendus, diabétiques. Donc, il est probable qu'on va avoir, mais moi, j'en connais pas, par exemple. Moi, je n'ai pas connaissance de gens qui soient passés en réa, quoi. Ce qu'on a, c'est les internes, quelques internes ou quelques infirmiers, et globalement, ils ont des formes asymptomatiques ou très peu symptomatiques, avec très peu de symptômes. Alors là, du coup, évidemment, ça se pose maintenant cette question, la fameuse question des prédictions. Alors, bon, on a eu l'Imperial College qui fait ses prédictions algorithmiques. Vous êtes aussi positionné par rapport à ça. Pour les personnes qui ne connaissent pas votre point de vue, finalement, comment on peut imaginer la suite des événements, puisqu'en tout cas, ici à Genève, c'est la panique générale, et pas qu'à Genève d'ailleurs. Effectivement, toutes ces prédictions exponentielles, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je ne fais pas de prédiction. Ça vous rappelle quelqu'un? Je ne fais pas de prédiction, ouais. Parce que on est dans une société où si vous dites le moindre truc de travers, globalement, on vous dira ah oui, il y a un mois, vous avez dit ça, telle petite phrase, etc. Moi, déjà, je considère que j'ai le droit à l'erreur, qu'en fait, c'est comme ça qu'on progresse et que c'est très bien de se tromper. Donc aujourd'hui, je vous dis peut-être des choses qui sont fausses, mais je serais capable dans 3 semaines de vous dire je me suis gaufré. Parce que l'expérience, c'est pas la réitération pendant 30 ans de la même erreur. C'est d'être capable d'avoir un petit retour critique, d'avoir un feedback sur vos erreurs pour progresser. Donc ça, déjà, je pense qu'on devrait pas garder toutes les petites phrases de tout le monde, mais essayer de comprendre l'idée générale. Donc sur les prédictions algorithmiques, ils sont toujours gaufrés. Donc moi, je suis prudent. Je pense que les gens de l'Imperial College, les gens à Paris, ils se trompent. Et il y a quelque chose d'un peu plus pervers, c'est que non seulement ils se trompent, mais ils ont une espèce de pouvoir prescriptif sur la réalité. C'est-à-dire qu'à force de dire ça va se passer comme ça, ils vont tordre l'ensemble des choses pour que ça se passe comme ça. Et une des difficultés, c'est que cette non-acceptation de l'erreur, elle va amener les gens à tenir un discours qui justifie leurs erreurs et qui tord la réalité. On le voit tout le temps actuellement. Et dans les deux sens, hein. Il y a des gens qui disent il se passe rien, etc., et qui vont essayer de tordre la réalité pour dire il se passe rien. Moi, je vous dis, il se passe pas rien. Ouais, l'hôpital, il se remplit doucement, mais ça va, en fait. Tout va bien. Il faut juste le prendre de manière pragmatique. Et puis, comme vous dites, c'est tous les ans. Bon, voilà. Ça nécessite pas d'arrêter la vie. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui disent ça va être la fin du monde. Et le confinement, c'est vraiment la mesure phare. On a beau leur démontrer que le confinement, c'était plus toxique que bénéfique. Ils vont continuer à mentir pour justifier. Parce que c'est très dur en termes d'économie personnelle d'admettre qu'on s'est trompé. Il faut déjà avoir mis l'ego vachement plus bas
Donc, mais je pense que c'est sain, au contraire, d'admettre qu'on s'est trompé, quoi. Je vous le dis, il y a 2 mois, je disais, voilà, non, il n'y aura pas de deuxième vague, il n'y a pas de deuxième vague, c'est des conneries. Aujourd'hui, je dis, c'est pas une deuxième vague, il se passe quelque chose, mais voilà, il faut donner le bon nom à cette chose-là qui arrive, et il se passe quelque chose. Oui, en même temps, est-ce que c'est pas logique, on va dire, ça fait partie de la saison aussi, hein, comme on le disait en début de vidéo. Si on passe un automne et un hiver sans hospitalisation, c'est que là, il y a quelque chose de bizarre. Le monde est dépeuplé, Ouais. peut-être. Ouais, surtout sur les maladies respiratoires, hein. C'est comme si on découvrait que les maladies respiratoires emportent les personnes âgées chaque automne et chaque hiver. Mais non, c'est la réalité, hein. Chaque automne et chaque hiver, on a des grippes, des pneumonies, des décompensations des maladies respiratoires chroniques. Et ça fait mourir un bon nombre de gens. Donc là, c'est pareil, il faut regarder la mortalité, hein. Hier, en PACA, il y a eu 3 décès. C'est très triste pour ces gens qui sont décédés. Je veux dire, on n'enlève pas ça, et la douleur des familles est importante. Mais en PACA, il y a 5 millions d'habitants. Et vous êtes en train d'arrêter la vie pour 3 décès par jour. Enfin, c'est pas proportionné, c'est pas réaliste, quoi. C'est pas faire la balance bénéfice-risque. Alors c'est tout le travail du médecin quand il prescrit quelque chose, et c'est le travail aussi de ceux qui prescrivent une politique sanitaire, c'est de faire la balance des bénéfices et des risques. Le risque d'un couvre-feu, le risque d'un confinement est bien plus important que le bénéfice que vous allez en retirer. Donc voilà. L'autre chose, c'est qu'il y a une tâche aveugle pour les gens qui font de la politique sanitaire, qui est de considérer comment est-ce qu'on renforcerait l'immunité des gens. Et c'est une tâche aveugle aussi beaucoup pour les réanimateurs qui ne sont pas habitués à entrevoir ça. Or, c'est le travail de tous les naturopathes, médecins généralistes, chamans, tout ce que vous voulez, c'est de dire, vous êtes capable de faire face, d'être résilient à une infection. En fait, on vit avec des virus, on est en interaction avec eux, et il faut être dans le bon thermostat d'interaction. Comment dire ça autrement? Si vous êtes comme dans Wall-E, vous êtes un gros Américain dans un petit fauteuil qui a peur de tout et qui on nourrit avec une paille et qui se prend un vaccin dans les fesses tous les 2 semaines, il y a des chances que vous ne soyez pas au thermostat de relation idéale avec le monde. Et que si le monde vous donne un truc en plus, ça vous fasse chuter. Donc il y a besoin d'être au bon thermostat de relation. Donc il y a besoin d'avoir une chiasse de temps en temps, il y a besoin d'avoir un rhume de temps en temps, il y a besoin d'attraper les maladies de ses enfants et puis d'attraper les maladies de ses petits-enfants. Et ça vous relance à faire quelques maladies bénignes de temps en temps et de jamais faire de maladies graves. Et ça, c'est le problème de l'immunité. Alors personne ne parle d'immunité dans cette histoire, alors que c'est fondamental. Peut-être qu'on peut vivre avec ce virus, en fait. Voilà. Alors justement, parlons-en, parce que j'aime bien finir les vidéos sur une note positive. Et ça tombe bien parce que vous êtes un médecin anesthésiste réanimateur positif et souriant et surtout calme, qui finalement parle avant que je pose la question sur l'immunité. Alors, comment on peut donner de l'espoir? Par exemple, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui regardent cette vidéo pour tout simplement prendre soin d'elles et booster leur défense immunitaire? Je peux vous raconter une histoire. Il y a un type qui s'appelle Wim Hof. Il est assez bizarre. C'est un type qu'on appelle Iceman. Il vient des pays nordiques et tout ça. Et il se met dans la glace et il nage sous la glace, etc. Ça me fait peur. Et il fait des exercices de méditation et des exercices de respiration qui sont assez proches du pranayama, du yoga. Ils sont de ralentir le souffle, de l'accélérer, puis voilà, globalement de travailler le souffle, en fait. Et ce type-là, il n'est jamais malade. Donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à lui et qui ont dit OK, on va vous injecter un petit morceau de bactérie dans le sang, la peau d'un Escherichia coli. Et ça, c'est assez violent, hein. Quand on vous injecte ça, faites 42 fièvres, vous êtes au tapis pendant 3 jours, voire plus. Mais bon, là, c'est bien dosé, c'est juste fait pour vous mettre au tapis pendant 2 jours. Et voilà, donc ils l'ont mis en réanimation, ils lui ont mis tout le matos de réanimation, puis ils lui ont injecté le lipopolysaccharide, le LPS. Et puis il dit j'ai vaguement eu mal au crâne pendant 5 minutes, puis il ne se passe rien. Puis il dose dans son sang l'IL1, l'IL6, sont des interleukines qui marquent l'inflammation. Et normalement, quand on vous injecte ça, vous faites un gros pic d'IL1, d'IL6, et puis après, vous avez au contraire un pic de immunitaire. Vous êtes immunodéprimé pendant un moment. Lui, il ne bouge pas. Il est complètement plat. Alors les chercheurs lui disent mais en fait, c'est vous êtes génétiquement un peu spécial, c'est pas votre technique là d'aller dans la glace, de méditer, tout ça. Et il dit OK, je vais former des gens pendant 6 mois. Puis on va prendre un autre groupe contrôle de gens que j'ai pas formés, de 6 mois, les mêmes. Donc ils font ça avec des chercheurs. Et on voit les vidéos des jeunes qui courent dans la neige à poil, avec courtement vêtus, qui font de la méditation comme ça. Bref, qui font une espèce de préconditionnement à quelque chose de dur.
qui se mettent au thermostat de se faire agresser. Et puis les autres qui vivent leur vie. Et puis on les met en réanimation. Et puis ceux qui ont été traînés par Wim Hof, entraînés par Wim Hof, ils font rien, ils n'ont pas de fièvre, ils ont juste mal au crâne pendant 5 minutes quand on leur injecte le truc. Pareil, ils ne bougent pas l'oreiller L1, l'oreille L6. Et par contre, ceux qui n'ont pas été entraînés, eux, ils font tous complètement sur le flanc pendant 3 jours à 42 fièvre. Ils se prennent un rouleau compresseur dans la tête et un gros pic d'IL1, d'IL6. Ce qui confirme le fait que ce n'est pas Wim Hof. C'est plutôt le fait d'être préconditionné à une agression. Ça, c'est un truc de fond. C'est si vous êtes préconditionné à une agression, vous faites du karaté tous les jours, etc. Vous allez vous faire agresser dans la rue, vous allez allonger un pain dans le pif à celui qui vous a agressé, et puis ça va bien se passer. Par contre, vous êtes quelqu'un de normal, qui a un peu peur de tout, et puis bon, qui est gentil, qui n'a pas envie de se battre. Là, c'est vous qui allez vous faire allonger et prendre votre portefeuille. C'est un peu pareil avec les virus. C'est si vous vous mettez au thermostat en vous soumettant de temps en temps à quelque chose d'un peu dur, vous allez être invincible. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Faut bien manger, il faut avoir de la joie, il faut rigoler tous les jours, il faut avoir au moins 5 minutes de rigolade, même beaucoup plus, quoi. Il y a plein d'humoristes, je vous conseille Karim Duval, qui est très très drôle en ce moment sur le Covid. Oui. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin des gens, de liens, et ça c'est quelque chose de très dur dans cette période. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des gens qui sont plus en lien avec moi pour ce que je dis. Et pour moi, c'est douloureux, ça fait mal en fait. Pour autant, je suis droit dans mes bottes et je suis en mode résistance, et donc je sais pourquoi je le dis, et je suis prêt à perdre quelques amis. Mais en fait, faut que je fasse attention, parce que je me fais plein d'autres amis par ailleurs. Mais il faut garder ses amis. Donc, le mot distanciation sociale, il est hyper toxique. Distanciation physique, pourquoi pas, mais pas distanciation sociale. Au contraire, il faut être les uns avec les autres, il faut prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est un peu la logique de la permaculture, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du monde dans lequel on vit. Et partager ses ressources, partager ses récoltes. C'est-à-dire, ce que j'ai à vous offrir, je vous l'offre. Et en fait, c'est un don. Et puis vous m'offrirez autre chose. Et j'attends rien en échange. C'est pas un échange marchand, mais je recevrai au centuple. Et là, je pense que vous êtes déjà un peu plus armé, quoi. Et puis après, boire de l'Artemisia annua en tisane, je pense que c'est une très bonne chose. Là, je vous invite à aller voir les gens qui font de la naturopathie et d'autres choses comme ça, ou Tal Chaleur, ou des gens comme ça. Je pense qu'ils ont plein de recettes qui sont super chouettes et qu'il faut partager. Bien, alors on finit de façon vraiment positive. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on oublie tout le temps ça à force de s'axer sur la peur. On en devient on se rétrécit et on se recroqueville. Et effectivement, je vous remercie. C'est pas toujours courant d'entendre parler. En fait, une crise, c'est l'occasion de révéler tout ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est l'occasion de se débarrasser des scories. Et donc là, on est dans une vraie crise sanitaire, politique, démocratique. On est dans un déferlement totalitaire. Il y a plein d'effets secondaires et collatéraux de la politique sanitaire que les gouvernants ne veulent pas voir ou sciemment ignorent. Il y a plein d'effets collatéraux de la politique sanitaire que nos gouvernants ne veulent pas voir et que les gens ne veulent pas voir par leur peur. Ils sont confis dans la peur, etc. En fait, les crises, c'est une occasion d'être un héros. Et je pense qu'on est à l'âge des héros. On est au temps des héros, là. Et il est temps de se soulever, de faire quelque chose, de retrouver de la puissance, d'agir. Les gens aujourd'hui, ils se sentent plus puissants sur Internet, ils peuvent faire un YouTube, ils peuvent faire une vidéo comme nous, mais ils sont incapables d'aller dans le réel, ils sont incapables d'aller dans la matière. Et on a besoin d'aller dans la matière, là. Là, il faut aller faire des manifs en bas de la préfecture si on n'est pas d'accord. Il faut y aller, hein. Et, dans la paix, dans la bienveillance, bien sûr. Mais je pense qu'il est temps d'agir dans la matière, là. Et que c'est même une convocation à le faire. Écoutez, merci en tout cas pour ces paroles optimistes. Je rejoins les rangs des optimistes avec des dizaines de milliers de personnes. Effectivement, on est très nombreux à aussi se dire, OK, on est en turbulence, vous êtes au front. On reprendra des nouvelles prochainement. Et puis, je répète pour les personnes qui ont suivi cette vidéo en cours de route que toutes les informations du docteur Louis Fouché aussi, le collectif que vous représentez, Réinfo Covid, toutes ces informations-là sont dans le lien de cette vidéo, y compris votre chaîne YouTube, sur laquelle aussi chaque semaine, il y a des nouveautés. Et puis, vraiment, je vous remercie pour votre transparence. Je pense qu'on refera une mise au point d'ici pas très longtemps pour voir
quelle est la température aux réanimations de Ça va PACA. bouger. Ça va Oui, bouger. ça va bouger. Ça fait Merci partie de la beaucoup, saison. Emma. Et ouais, le collectif, là, il va y avoir toutes les semaines des vidéos avec même des philosophes, des sociologues, des anthropologues, pour essayer de donner un regard, une intelligibilité sur le réel. Parce que nous autres, la crise, là, je me relance, excusez-moi, hein, vous voulez peut-être vraiment conclure, mais juste, parce que nous autres, la crise, c'est une intelligibilité sur le réel. On comprend plus rien, les gens, ils comprennent plus rien. Ils savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça nous coupe du lien. On est coupé du lien. Il y a une monopolisation du pouvoir de publication par les grands médias. C'est-à-dire, s'il y a une voix alternative, elle est même pas écoutée ou elle est censurée. Ça va vraiment pas. Et donc, il y a besoin de et ça nous empêche d'agir dans le réel. Vous êtes confinés chez vous, vous pouvez de toute manière rien faire, vous êtes impuissants. Et donc, ces 4 dimensions-là, l'intelligibilité, le lien, la publication, l'action dans le réel, ça, c'est tout ce que vous pouvez faire, tout ce que tout le monde peut faire. Et chacun va trouver sa mesure. Si vous voulez faire une chaîne YouTube pour publier plus fort, replayer des vidéos, faites-le. Si vous voulez sortir dehors et faire des performances au marché, expliquer aux gens ce qui se passe, faites-le. Si vous voulez créer du lien, en fait, vous allez en créer énormément. Vous allez trouver plein de gens, plein d'amis, là. Depuis 3 semaines, je trouve plein d'amis. Et puis, voilà. Et si vous voulez gagner en intelligibilité, écoutez Réinfo Covid et Macrusi. En tout cas, je vous remercie vraiment pour la confiance que vous m'avez faite en acceptant cette invitation. Et je vous dis à très vite et merci encore. Les amis, regardez dans la descriptive de cette vidéo toutes les informations qui seront vraiment nécessaires et justes. Pas besoin de fact-checker. À bientôt. Merci. Au revoir Emma, merci.